Alors, dernier talk de la journée. On va changer thé en moins thé et on remonte à lundi matin. Exactement. Voilà. Et donc, on a le plaisir d'avoir Mathias avec nous. Alors, Mathias, je te dirais qu'une seule chose. C'est la dernière personne qui se dresse entre l'auditoire et le barbecue. J'ai compris. Je Et, te dis ça, je dis et j'ai rien. encore l'odorat, et donc quand je sentirai que ça sent bon, j'arrêterai. Non, bonsoir à tous et merci à Fabrice pour cette idée super de fêter ses 60 ans. Avant de parler de physique, je, Pas les miens. 60 ans d'institut peut-être. pas les tiens, non. Avant de parler de physique, je voudrais quand même parler de la première fois que je suis venu à Cargès en 1995. J'organisais avec Roger Ménard la première école sur ondes en milieu complexe. Et j'avais rencontré Roger Ménard un peu avant au CNRS. Roger travaillait sur la localisation faible, le cône de rétrodiffusion cohérente. Et moi, je travaillais avant sur l'imagerie médicale ultrasonore et j'avais transformé des barrettes de transducteurs qu'on utilisait en miroir à retournement temporel. Et on a discuté. Moi, j'avais un côté beaucoup plus appliqué à l'époque. Ma formation était quand même en physique du solide, mais on a discuté tous les deux et on s'est dit, mais on a beaucoup à échanger. Lui me parlait de la diffusion multiple, de l'équation de Betz-Salpeter et d'autres équations. Et moi, je lui parlais de nos petites expériences de retournement temporel pour casser des calculs dans le rein ou pour faire d'autres choses comme ça. Et donc, on a organisé cette première école à laquelle il y a eu des mathématiciens qui sont venus, qui travaillaient sur la localisation forte, et il y avait pas mal de physiciens du solide. Arnold Migus était là, et il y avait une communauté qui a commencé à se forger. Et puis tout mon groupe de jeunes qui faisaient des ultrasons est venu. Et on a commencé à apprendre plein de choses des théoriciens, et on s'est dit, il y a plein de manips à faire pour vérifier tout ça. Et de proche en proche, on a monté des écoles très régulièrement, chaque année. Et ces écoles ont attiré et des gens de la physique du solide, et beaucoup des opticiens, des gens de l'imagerie médicale, puis des gens de la sismologie. Et on s'est retrouvés, et des mathématiciens, et on s'est retrouvés avec 5 communautés différentes qui venaient à ces écoles. Et les échanges ont été extrêmement fructueux. Il y a eu beaucoup de belles idées qui sont nées vraiment ici à Cargès. Et une des plus belles, Michel Campio vous en parlera demain, c'est comment on peut exploiter le bruit sismique de la Terre pour faire de l'imagerie. Et tout ça, c'est relié à des concepts de retournement temporel, de fluctuation, dissipation, de corrélation. Et on s'est tous retrouvés autour de ça. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est un vrai succès et c'est vraiment une école de pensée qui s'est forgée et qui s'est développée autour de Cargès. Et Roger, malheureusement, Roger Ménard, qui était vraiment le pilier et qui est une personne incroyablement sympathique et un très grand scientifique, devait venir à une école qu'on faisait en 2015. On l'attendait et il n'est pas venu. Et en fait, il a disparu juste pendant la fin de l'école. Et donc, je voulais rappeler ça parce que je pense qu'une partie, bon, il y a eu beaucoup d'autres thèmes que ces thèmes à Cargès, mais une partie autour des ondes, on doit beaucoup à Roger. Bon, alors maintenant, je vais vous parler de temps. Pourquoi de temps? Parce que quand on devient vieux, on s'intéresse vraiment à la flèche du temps. Et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la bloquer. Et donc je vais vous parler de miroir temporel ou à retournement temporel et puis de matériaux temporels. Alors je vais commencer par... Je vais faire un topo en fait très simple. C'est de la physique simple, linéaire. La seule chose qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a la causalité dont je parle un petit peu, qui joue un petit rôle et dont je vais dire des choses. Alors, vous savez tous que les matériaux, la physique du solide est basée beaucoup sur l'étude des matériaux périodiques en espace. Et vous savez que par exemple, vous pouvez fabriquer des matériaux qui ont une périodicité d'espace et qui sont formés de tranches. Par exemple, ici je montre un matériau à une dimension, de tranches qui pour les ondes ont des indices de réfraction différents. Et vous savez que si vous avez un matériau périodique, vous pouvez définir une cellule élémentaire de ce type de matériau. Ici, c'est un matériau très simple. Et cette cellule élémentaire, en fait, c'est un petit résonateur de Fabry-Perot.
Vous passez d'un indice de réfraction à un autre indice de réfraction, c'est une lame à face parallèle, et puis après, ça se répète de façon périodique. Et vous savez que dans de tels matériaux, une des jolies propriétés, lorsqu'il y a une invariance par translation sur la taille de la maille, c'est qu'à cause de cette invariance par translation, on peut développer les ondes en ondes de bloc, et on peut chercher la relation de dispersion de ces ondes. Et on découvre des bandes gap, on découvre que certaines fréquences ne peuvent pas pénétrer dans ces matériaux, et une onde plane qu'on envoie, au lieu de rester une onde, elle va devenir une onde évanescente et elle va disparaître assez vite. Et vous savez que tout ça s'explique à travers la réponse d'un petit Fabry-Pérot, d'un petit résonateur de Fabry-Pérot. Vous envoyez une onde, il y a une partie qui est transmise, une partie qui réfléchit, et puis il y a des réflexions multiples, et puis on va faire la somme de toutes ces ondes, et en rajoutant tout l'ensemble de ces ondes, on découvre le comportement pour différentes fréquences d'un tel matériau. Vous savez que dans ces matériaux, quand vous trouvez le band gap, c'est-à-dire les fréquences pour lesquelles les ondes restent évanescentes, si vous insérez dans ce matériau une toute petite antenne qui essaye d'émettre une onde dans cette gamme de fréquences du band gap, eh bien cette onde ne peut pas sortir de l'antenne. L'antenne essaye de cracher, mais l'onde est inhibée et l'antenne ne peut pas cracher. Et c'est un phénomène que Elie Jablanovic avait découvert et qui a fait une partie du succès des cristaux photoniques pour empêcher des atomes de se désexciter dans ces matériaux. Alors ça, c'est les matériaux d'espace. Maintenant, vous pouvez, comme il y a une analogie très forte entre les variables d'espace et de temps, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure, vous pouvez aussi penser à un matériau que j'appelle de temps. C'est-à-dire un matériau qui est uniforme dans l'espace, qui est le même partout, mais pour lequel, pendant une certaine tranche de temps, vous avez un indice de réfraction et brutalement, vous changez d'indice de réfraction. Et vous répétez ça de façon périodique dans le temps. Et donc, vous pouvez fabriquer un matériau périodique dans le temps. Et si vous imaginez qu'il y avait une onde qui se promène dans ce matériau, avant que vous commenciez à changer cet indice de réfraction de façon régulière, vous vous posez la question, qu'est-ce qui va devenir de cette onde ? Comment elle va se transmettre, est-ce qu'elle va être réfléchie, qu'est-ce qui se passe? Et donc là ici, comme les discontinuités ne sont pas des discontinuités d'espace mais de temps, vous avez besoin de comprendre ce que c'est que la transmission en temps et ce que c'est que la réflexion en temps. Ce n'est pas exactement la même chose, une onde réfléchie en temps qu'une onde réfléchie par un miroir d'espace. Et vous avez aussi quelque chose de très important qui différencie ces deux exercices. Dans le premier, si vous avez des milieux non dissipatifs, vous avez conservation de l'énergie dans un tel milieu, et d'ailleurs c'est pour ça que dans le band gap, les seules solutions sont les ondes évanescentes. Par contre, dans un milieu en temps, où les choses changent au cours du temps de façon régulière, il faut de l'énergie pour changer l'indice de réfraction d'un milieu au cours du temps, et c'est plus un milieu qui est stationnaire en temps. Si le milieu n'est plus stationnaire en temps, le théorème de Noether nous dit s'il n'y a plus invariance par translation du temps, eh bien il n'y a plus conservation de l'énergie. Et ça, ce sont des milieux qui ne sont pas conservatifs, et ce sont donc des milieux dans lesquels on peut injecter de l'énergie, et si on l'injecte intelligemment, on peut amplifier des ondes. Et donc, tout ça, il faut comprendre mieux cette petite gymnastique. Alors, oui. Ouais, mais ils sont quand même périodiques, ils ont une symétrie discrète dans le temps, et donc ça veut dire qu'on récupère le bilan global sur une période. Oui, mais tu vas voir, les milieux sont quand même périodiques, on peut décomposer les ondes en ondes de Floquet, en mode de Floquet, mais il y a des différences significatives entre les deux. Et en particulier, vous verrez que lorsque vous mettez une antenne dans le band gap d'un milieu périodique en temps, au lieu d'inhiber l'antenne, au contraire, vous faites cracher une antenne bien mieux. Et ça, c'est une propriété majeure qui peut être très utile pour pas mal de choses. Alors, je sens que je ne vais pas aller très loin, mais alors, maintenant, je reviens à quelque chose de base pour vous tous. L'équation des ondes linéaires et dans un milieu non dissipatif. Et je vais prendre une équation des ondes dans un milieu où la célérité ne dépend que de l'espace. Elle ne change pas au cours du temps. Et cette équation des ondes, vous la connaissez tous. Ici, je prends une fonction scalaire qui dépend de 4 variables, 3 d'espace et 1 de temps. Donc, je cherche à déterminer la solution de l'équation des ondes dans l'espace-temps, qui est un hypervolume à 4 dimensions.
Et c'est une équation linéaire du deuxième ordre, et il y a un certain nombre de théorèmes sur cette équation. Et une des choses importantes, c'est ce qui s'appelle les conditions d'unicité pour trouver une solution pour cette équation. Et Cauchy nous donne un théorème très intéressant. Si vous voulez trouver le champ dans les 4 dimensions, c'est-à-dire 3 d'espace et de temps, ce n'est pas la peine d'aller le mesurer dans les 4 dimensions, 3 d'espace et de temps, il suffit de le mesurer sur une dimension de moins. C'est-à-dire, pour connaître parfaitement le champ dans un volume où il n'y a pas de source d'ondes, mais où les ondes arrivent de l'extérieur, ce n'est pas la peine d'aller le mesurer partout, il suffit de le mesurer sur une hypersurface qui a 3 dimensions. Vous voulez connaître ça dans 4 dimensions, il suffit de le mesurer sur une hypersurface qui a 3 dimensions. Or, il existe 2 types d'hypersurface à 3 dimensions. Et ça s'appelle les conditions de Cauchy. Ce sont des conditions qui vous disent, si vous mesurez le champ sur 3 dimensions, vous avez assez d'informations pour prévoir le champ sur la 4e dimension. Et en fait, quels sont les 2 types d'hypersurface à 3 dimensions dans l'espace-temps? Il y en a 2. Il y a ce qui s'appelle les conditions de Cauchy spatiales. On appelle ça boundary condition, qui vous disent, si vous connaissez le champ sur une surface à 2 dimensions d'espace, et pour tous les temps, donc ça fait la 3e dimension, vous avez assez d'informations pour pouvoir prévoir le champ dans la 3e dimension d'espace, c'est-à-dire partout. Et ce théorème est bien connu, il vous dit qu'il faut non seulement connaître le champ sur cette surface, mais aussi sa dérivée normale. Et ça vient du fait que c'est une équation du 2e ordre. Et ça, c'est la base de toute la théorie de l'holographie qui vous dit, quand vous mesurez le champ qui vient d'un objet sur une surface à 2 dimensions, vous avez assez d'informations pour pouvoir reconstruire le champ tel qu'il était avant et voir la forme de l'objet. Ça, ce sont les conditions BC qui sont utilisées dans toute l'optique. C'est toute la théorie de la diffraction. Mais il existe un 2e théorème, une 2e hypersurface que les gens des ondes utilisent peu, en particulier les opticiens et les acousticiens utilisent peu, mais c'est les gens de l'hydrodynamique qui l'utilisent plus. C'est ce qui s'appelle l'hypersurface style initial condition. Ça veut dire que si vous voulez connaître votre champ à 3 dimensions d'espace et à n'importe quel temps, il suffit de connaître le champ à un temps. Et si vous connaissez le champ à un temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connaître le champ et sa dérivée temporelle. Si vous connaissez le champ et sa dérivée temporelle à un seul instant, vous pouvez prévoir mathématiquement le champ à tous les instants après et à tous les instants avant. Et donc on a 2 types de conditions qu'on peut utiliser qui suffisent pour prévoir le champ dans 4 dimensions. Et ces 2 types de conditions limites. Alors par exemple, si vous regardez ce que c'est qu'un miroir ou une cavité dans l'espace, eh bien, on va s'intéresser plutôt à des conditions aux limites d'espace. Et on va dire, par exemple, imaginez que sur une surface, je fixe, j'ai un champ qui vient d'une source, et je fixe sur cette surface, je laisse phi libre, mais je fixe par exemple la dérivée normale de mon champ à 0. Ça, pour un acousticien, ça s'appelle une surface dure. C'est une surface où la vitesse normale, si phi est le potentiel acoustique, la vitesse normale est nulle. Alors si vous faites ça, vous savez que quand vous fixez ce qu'on appelle une condition de Neumann nulle sur le bord, eh bien, quand vous avez une onde qui part de l'intérieur de cette cavité, à cause de cette condition que vous fixez sur cette cavité, eh bien, cette onde va être réfléchie. Et vous savez qu'un tel miroir, par exemple, si le miroir est plat, ben, quand vous avez une onde qui part, l'onde, elle divergeait, elle cogne le miroir et elle part, mais elle diverge toujours. Et comme la dérivée normale est nulle, eh bien, elle va partir avec un champ qui aura l'onde qui est réfléchie, ne change pas de signe. Si vous aviez une autre condition où vous bloquez phi, vous le mettez à 0 et vous laissez dn sur des phi libres, eh bien ce sera un miroir, mais ce sera un miroir qu'on appelle mou. Et vous aurez une réflexion, mais avec un changement de signe. Et bien maintenant, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans un espace libre et qu'à un moment donné, au lieu de fixer une condition sur un bord d'espace, vous fixez une condition sur un bord de temps. C'est-à-dire, brusquement, le champ se promène, à un instant, il vaut phi et déphi sur dt, et brusquement, vous décidez de tuer une des deux composantes du champ. Imaginez qu'à un instant, vous faites
vous annulez la dérivée temporelle du champ dans tout le volume. Et quand vous faites ça, eh bien, vous faites un miroir qui est l'analogue d'un miroir sur une condition d'espace, mais c'est un miroir sur une condition de temps, et c'est un miroir en fait qui tuer la dérivée temporelle du champ. Ça veut dire on tue toute l'énergie cinétique qu'il y a dans le champ, c'est-à-dire qu'on crée une dissipation très brutale à un instant. Et quand vous faites ça, eh bien, vous faites un miroir qui, quand une onde arrive dessus, eh bien, elle va revenir, mais comme si c'était un miroir temporel. Et je vais expliquer mieux ce que veut dire ce miroir temporel. En fait, vous savez tous qu'il y a un problème de causalité en physique des ondes. Quand on prend que l'équation des ondes, il n'y a pas de causalité dans l'équation des ondes, et l'équation des ondes est invariante par renversement du temps. C'est-à-dire que si vous avez une source ponctuelle qui émet une onde dans un milieu compliqué, il y a toujours deux solutions. Il y a la solution qu'on appelle causale, qui diverge à partir de la source, et puis il y a une solution ridicule qui est anticausale, qui serait partie avant le moment où vous allumez votre source et qui vient converger sur le point. Les maths vous disent ça. Vous savez qu'on élimine la solution anticausale dans notre univers. Donc si maintenant on veut fabriquer une onde qui ressemble à cette onde anticausale, qui revient vers le point source, il y a deux façons de le faire. Soit on manipule les conditions sur les bords d'espace, et ça c'est ce qu'on appelle un miroir à retournement temporel, soit on fait ce que Loschmidt a proposé de faire dans des belles expériences de pensée pour embêter Boltzmann. On fait un miroir instantané temporel. Et je vais vous montrer comment on peut faire ces deux miroirs et les choses amusantes qui apparaissent dans cette physique. Alors, la physique des miroirs à retournement temporel, c'est celle qu'on a étudiée dans notre labo depuis une trentaine d'années avec pas mal de gens. Et c'est une physique un peu bête qui utilise le fait qu'on sait entourer un milieu de plein de petits microphones, qu'on sait transformer tous les signaux qui arrivent sur des microphones sous forme digitale et les mettre dans des mémoires. Et on sait aussi remplacer tous les microphones par des haut-parleurs. Et donc si on a des transducteurs réversibles sur une surface à deux dimensions, qui enregistrent le chant que vous poussez, ou le cri que vous poussez à un moment donné, vous avez deux dimensions d'espace plus une dimension de temps, vous stockez l'information, et après, si vous voulez renverser le temps, normalement, alors quand vous stockez le champ phi, si les transducteurs sont loin de la source, d phi sur dn est proportionnel à phi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation paraxiale. Quand vous êtes loin, il suffit de mesurer un des champs. Si vous mesurez ce champ, si vous stockez l'information dans des mémoires, et si dans une deuxième phase, vous faites une opération de renversement du temps, c'est-à-dire vous relisez les mémoires en chronologie inversée, et maintenant vous émettez, mais vous allez recréer une onde, et cette onde va donner l'impression d'être comme l'onde anticausale. Elle va revenir pas à pas refocaliser à la source. Alors, lorsqu'on fait ça, il y a un tout petit problème, c'est que quand on a retourné les signaux sur un bord d'espace, l'onde qui revit bien sa vie passée jusqu'au moment où elle revient au niveau de la source. S'il n'y a rien à la source, comme il y a conservation de l'énergie, cette onde convergente, quand elle arrive à la source, elle collapse et elle rediverge. Et donc vous créez en fait, en retournant le temps sur un bord d'espace, vous créez une onde qui converge et qui diverge. Et ce n'est pas exactement le film inverse du premier film. Il faudrait ici avoir un puits. Un puits, ce serait quelque chose qui serait un absorbeur parfait, qui quand une onde revient, bloque toute l'onde et la transforme en quelque chose d'autre que l'onde. Et un puits, par rapport à une source, c'est l'équivalent d'un atome qui peut être soit l'émetteur d'un photon, soit quand un photon revient, peut absorber le photon. Mais un atome, ça ne se commande pas comme ça. Par contre, on peut imaginer faire ça un peu mieux en acoustique. Alors, quelque part, ce problème que dans un univers comme le nôtre, on ne sait pas créer... Quand vous envoyez une onde, quand vous envoyez cette onde causale, si elle rencontre un miroir à retournement temporel et qu'elle est renvoyée, elle reconverge, mais comme je vous dis, elle rediverge après. Et il y a un changement de signe au point initial. C'est-à-dire que vous recréez en fait une onde convergente moins une onde divergente. Et vous n'êtes pas content parce que ce n'est pas le film à l'envers. Et ça, c'est dramatique parce que si au lieu d'avoir envoyé une sinusoïde ultra brève, vous envoyez maintenant plusieurs oscillations, qu'est-ce qui se passe quand vous focalisez une onde qui a plusieurs oscillations? Je ne sais pas si vous pouvez voir mon petit film. Vous voyez une onde qui converge et au moment où elle voudrait atteindre une singularité, elle ne peut pas parce qu'elle diverge.
Et comme il y a un changement de signe, il y a une interférence entre l'onde convergente et l'onde divergente. Et la taille de cette interférence, si vous regardez bien au moment où il y a le max, la taille, c'est lambda sur 2. La seule raison pour laquelle il y a une limite de diffraction en physique des ondes, c'est que personne ne sait créer une onde qui n'est que convergente. Le plus bel appareil qui crée une onde qui n'est que convergente, s'il n'y a rien au point focal, eh bien l'onde rediverge après. Et en changeant de signe, et la somme d'une onde convergente moins une onde divergente, si vous regardez, ça fait un sinus KR sur R, et ça n'a pas de singularité, et ça a une taille qui fait lambda sur 2. Donc dans un univers causal, on ne sait pas créer, quand l'univers est uniforme, on ne sait pas créer des spots qui se focalisent sur des tâches plus petites que lambda sur 2. Il faut mettre quelque chose pour changer la donne. Alors, alors, juste une chose amusante, ces expériences de retournement temporel, il faut normalement beaucoup de microphones et de capteurs autour pour les faire, mais il y a une propriété intéressante, c'est que si vous êtes dans un milieu fermé, où une partie du milieu a des bords réfléchissants, donc c'est une cavité classique, passive, plus une partie qui est un miroir à retournement temporel, eh bien, les réflexions multiples que vous allez avoir au sein de la cavité peuvent être retournées temporellement sur quelques capteurs, et en marche arrière, ça peut refocaliser. Alors, je vous montre juste un film marrant, pour ceux qui n'ont jamais vu ce film. C'est dans une piscine à Sao Paulo. C'est une piscine de Petrobras, qui est une piscine géante, où on va jeter un caillou dans l'eau, et ce caillou va tomber, et il y a une onde qui va partir, et qui va, pendant 2 minutes, rebondir sur toutes les parois de la piscine. Et on ne va enregistrer que sur un bord de la piscine, pas sur tous les bords, tous ces signaux. Et ça prend... Alors, je pense que, vu la luminosité, vous voyez rien. Mais quand même, le film mérite d'être vu parce qu'on croit après au renversement du temps. C'est que maintenant, si pendant 2 minutes, vous recrachez d'un bord tout ce que vous avez reçu en chronologie inversée, vous créez une vague et vous créez un champ dans la piscine qui est épouvantablement compliqué. Et si vous attendez le temps qu'il faut, alors ça prend un peu de temps, si tout va bien, ça va focaliser au point initial et vous allez vous demander, est-ce que le caillou va remonter aussi? Alors, le caillou, c'est la source. L'onde, c'est l'onde. Et si je veux... Alors, on attend le champ. Et si je veux faire une expérience complète, il faut que je renverse à la fois le caillou, qui est une particule, et l'onde. Et là, je ne renverse que l'onde. Alors quand même, on va regarder si on attend, si on attend, si on attend. Ah là, on voit brusquement les interférences qui apparaissent, alors qu'on crache que d'un côté de la piscine, et on voit brusquement une grosse onde qui est exactement l'onde initiale. Et elle arrive, et au lieu de s'arrêter, manque de bol, et de donner un caillou, elle repart dans l'autre sens. Mais on retrouve la tâche focale. Et là, il y a un problème qui est extrêmement intéressant. On voit que l'invariance par renversement du temps marche très bien, même dans une piscine. Ici, c'est un régime linéaire. Même si vous travaillez en régime très non linéaire et vous faites des Rog waves, on a fait des expériences aussi en Allemagne pour montrer que l'invariance par renversement du temps sur l'équation de Schrödinger non linéaire est toujours respectée et qu'on peut aussi s'amuser à recréer des Rog waves avec ça. Alors ça vous montre en tout cas que l'invariance est là. Il y a un peu de dissipation, mais c'est rien. Alors maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Je vous parlais ici de milieux sans dissipation, et je vous montre que quand l'onde arrive au point de départ, elle collapse et elle repart. Alors maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui a été poussé par Douglas Stone et Wikao aux États-Unis. C'est le concept de time reverse laser. Imaginez que, au lieu d'avoir... Imaginez que vous ayez des pertes dans votre milieu. S'il y a des pertes, il n'y a plus d'invariance par renversement du temps, parce que ce n'est plus une équation, il n'y a que des dérivées secondes par rapport au temps, il y a des dérivées premières, et il n'y a plus de raison. Mais il y a une symétrie très jolie entre un milieu qui a du gain et un milieu qui a des pertes, qui est aussi une symétrie par renversement du temps. C'est-à-dire que, imaginez ce que c'est qu'un laser. Un laser, c'est une cavité dans laquelle il y a un matériau qui a du gain. Et puis brusquement, ça lase, et ça envoie une onde à droite, une onde à gauche. Ici, c'est un laser qui laisse passer les ondes de 2 côtés, et il a du gain. Imaginez maintenant que vous voulez faire un time reverse laser. C'est-à-dire, vous voulez renvoyer les ondes qui sont parties des 2 côtés, vous les renvoyez, et vous voulez que tout ça revienne
et que ça, ce soit exactement le film inverse du film initial, eh bien, il faut que le milieu qui avait du gain soit remplacé par un milieu qui a des pertes. Et il faut juste que les pertes compensent exactement le gain. Et si vous faites ça, là, vous faites ce qui s'appelle un perfect absorber. Et l'équipe de 8KO et tout a fait des perfect absorbers qui, lorsque les ondes arrivent de deux côtés à la fois, tout est transformé en chaleur à l'intérieur et rien ne repart d'aucun côté. Et ces perfect absorbers, une cavité laser, ça fait plusieurs longueurs d'onde ou une demi-longueur d'onde, c'est un peu gros. Et donc nous, on s'est attelé à fabriquer un perfect absorber pour les ondes sonores, mais pas un perfect absorber pour des ondes à une dimension, comme dans le Fabry-Perot qui était là-bas, mais à 3 dimensions. Et avec mes collègues de l'université de Hong Kong, où je travaille régulièrement, avec Ping Sheng, on a fabriqué un dodécaèdre qui est une espèce de cavité où on a matché les pertes dans la cavité pour que quand une onde arrive de tous les côtés à la fois, cette onde rentre là-dedans et rien n'en ressort. Et quand on fait ça, c'est tout à fait étonnant. Quand vous mettez, si vous recrachez par retournement temporel dans une pièce un son qui focalise, vous avez la tâche classique qui est le sinus KR sur R, et vous avez un certain niveau. Si vous introduisez le perfect absorber pile poil au point focal, eh bien vous voyez que le champ que vous créez est bien plus fort parce que le champ a le temps de monter et n'est plus tué par l'onde divergente qui tue habituellement l'onde convergente et qui fait que on atteint seulement un niveau limité. Et donc, un perfect absorber, c'est intéressant et on a commencé à fabriquer des cristaux de perfect absorber. Vous en mettez plusieurs côte à côte et vous commencez à jouer avec. Et il y a des effets assez amusants. Alors, j'arrête sur cette partie pour passer à la deuxième façon de faire du retournement temporel. Là, c'est une méthode où on utilise sur une surface des micros et des haut-parleurs et des mémoires. Maintenant, il y a une autre façon de faire du retournement temporel. Imaginez que vous travaillez maintenant sur une condition initiale, non pas sur une condition de bord spatial, mais une condition à un temps. Imaginez qu'à un moment donné, vous avez un champ dans un volume V et que vous êtes capable de mesurer à un temps le champ et sa dérivée temporelle. Maintenant, vous allez mesurer ce qu'on appelle la condition finale à un temps. Et imaginez maintenant que vous préparez une nouvelle condition initiale, qui est, vous laissez le même champ, les mêmes vagues à la surface de l'eau, mais par contre, vous allez créer moins la dérivée temporelle du champ. Ben, quand vous faites ça, vous allez préparer le système de telle façon qu'il recrée exactement une onde qui n'a pas d'autre façon que de revivre sa vie passée. Donc c'est un changement de condition initiale brutale où vous travaillez sur la dérivée temporelle du champ que vous devez inverser. Ça, c'est exactement ce que Loschmidt a proposé de faire quand il discutait avec Boltzmann. En parlant de particules, vous avez plein de particules qui partent dans toutes les directions. Vous regardez à un moment donné toutes les positions et toutes les vitesses des particules. Ça, vous avez mesuré l'état final du système. Et puis vous préparez un nouvel état qui est de renverser tous les vecteurs vitesse. C'est comme si vous renversez les dérivées temporelles du champ. Et vous savez qu'en envoyant tous vos vecteurs vitesse à l'envers, théoriquement, tout revient au point de départ. Sauf que pour les particules, la moindre erreur dans cette opération s'amplifie exponentiellement et vous n'arrivez pas vraiment à remonter le temps pour un système de particules. Pour les ondes, ce n'est pas du tout le cas. Les ondes, elles vérifient des équations linéaires et donc même si vous faites une petite erreur quand vous inversez le signe de la dérivée temporelle du champ, eh bien cette petite erreur restera petite, elle ne va pas s'amplifier. Et donc, comment faire pour, par exemple, dans une bassine d'eau, brusquement, regarder le profil et d'un coup laisser le profil, mais mettre un moins sur les dérivées temporelles. Pas facile de faire ça. Alors, au lieu de fabriquer du Loschmidt, eh bien, vous pouvez faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez un champ ondulatoire qui se balade, et à un instant, au lieu d'inverser la dérivée temporelle du champ dans tous les points de votre milieu, vous tuez la dérivée temporelle. Si vous la mettez égale à 0, bon, d'accord, vous préparez une nouvelle condition initiale qui est le même champ phi, et 0, pas de dérivée temporelle. Ça s'appelle un choc de dissipation. Bon, si vous faites ça,
il y a un principe de superposition qui vous dit qu'une condition initiale qui vaut phi et 0 pour la dérivée temporelle, c'est la même chose que 1 demi fois phi, 1 demi fois dt sur dφ, plus 1 demi fois phi, moins 1 demi fois dφ sur dt. La première, c'est une onde, c'est toujours la même onde, sauf qu'elle a perdu une amplitude 1,5. La deuxième, c'est bien l'onde renversée temporelle. Donc si vous êtes capable à un moment donné de faire un choc de dissipation, eh bien une onde qui avance, elle se transforme en deux ondes, une qui continue à avancer mais qui n'a que la moitié de l'énergie, et l'autre qui remonte le temps, qui revient en marche arrière. Alors c'est pas facile de faire un choc de dissipation. Par contre, une chose qui est bien plus simple à faire, c'est faire un choc d'impédance. C'est-à-dire, à un moment donné, vous mesurez phi et dφ sur dt, et brusquement, vous changez le poids de la dérivée temporelle, ou vous changez le poids de phi. C'est-à-dire, si vous êtes capable de faire un changement du poids relatif entre le champ et sa dérivée temporelle à un instant, ben vous créez une nouvelle condition initiale, qui est la superposition de deux conditions initiales. Ici, j'ai un 1 plus alpha, et là, j'ai un 1 moins alpha. Et ça, c'est une onde qui continue à marcher vers l'avant, qui vaut 1 plus alpha sur 2, et une onde qui remonte le temps, qui vaut 1 moins alpha sur 2. Alors, comment faire pour changer brutalement, à un moment donné, le rapport entre le champ et sa dérivée temporelle? Eh bien, il y a une façon de faire ça, c'est de changer l'impédance de l'onde brutalement. Et l'impédance dépend de la vitesse. Et donc, si vous changez la vitesse de propagation brutalement d'une onde, ça peut faire l'effet. Regardons ce qui se passe pour les ondes dans l'eau, les water waves. Elles sont intéressantes parce que si vous prenez les ondes les plus classiques, qui sont les ondes de gravité, je ne dis pas les ondes gravitationnelles, vous savez que la vitesse de ces ondes à la surface de l'eau, celle que vous voyez ici, dépend de la racine de g, l'accélération de la gravitation, que multiplie la hauteur h si vous êtes dans un bassin pas très profond. Et ça, c'est la vitesse d'une onde. Donc, imaginez que vous voulez, pendant un instant extrêmement bref par rapport aux périodes de toutes les ondes, changer la célérité de l'onde dans votre bassin. Eh bien, il suffit de demander à Einstein ce qu'il en pense. Il va vous dire, mais vous n'avez qu'à changer la gravité brutalement. Et il y a une façon de changer la gravité brutalement, ben, c'est de mettre votre piscine sur un pot vibrant qui soulève la piscine brutalement. Et donc, si vous avez une petite piscine que vous mettez sur un pot vibrant énorme et que vous amusez à jouer à ça, vous allez pouvoir lâcher un caillou sur cette piscine, voir l'onde qui se balade, et brusquement, vous allez soulever à la verticale votre piscine. Et vous pouvez la soulever avec une accélération bien plus grande que g. Vous pouvez l'accélérer avec une accélération qui va durer un temps très bref, donc on dirait que c'est un delta en temps, et vous pouvez faire du 10G, 20G, et vous pouvez ou la soulever ou la descendre. Et vous allez regarder ce qui se passe quand vous faites ça. Et donc vous allez donner vous allez laisser tomber une pierre, vous allez observer une onde, et puis brusquement vous allez soulever la bassine. Alors, ici ça se montre un peu. Ici, on arrive à créer des accélérations. C'était une accélération négative de moins 20 G. Donc, moins 20 G, c'est énorme par rapport au G de la Terre. Donc, on fait un changement d'indice de réfraction colossal. Ce n'est pas les mini-changements d'indice de réfraction qu'on voit souvent, c'est du gros changement. Alors, quand vous faites ça, ben, vous allez voir d'abord un petit film. Vous voyez une onde, elle diverge, et bing, on donne un coup, et on voit que l'onde converge et rediverge. Bon, ça ressemble un peu à la manip de retournement temporel, sauf que c'est plus rapide. Sauf que vous voyez aussi que l'onde est dispersive, parce que ce n'est pas qu'une onde de gravité, c'est une onde capillogravitaire. Il y a aussi la capillarité qui joue un rôle, et l'onde est dispersive, ce n'est pas exactement racine de GH. Il y a un terme qui dépend de K, mais vous voyez que cette onde revient. Alors, quelque part, c'est assez intéressant de comprendre comment le principe de ces ondes qui reviennent, à quoi c'est relié. Eh bien, c'est relié à l'idée du principe du Huygens. Vous vous rappelez que Huygens a eu une intuition géniale. Il essayait de comprendre, il ne savait pas ce que c'était que les interférences, il ne savait pas ce que c'était l'équation d'une onde, et il n'avait aucune idée de tout ça, mais il essayait de comprendre les lois de la réfraction. Et à un moment donné, il s'est dit, la démarche pour comprendre comment une onde se propage à partir d'un point source, c'est de dire que cette onde, si je la connais à un moment donné, eh bien, je vais dire que tous les points d'un front d'onde
sont des sources de petites ondelettes. Et comme évidemment une onde qui diverge, elle va continuer à diverger, Huygens a dit, ben, c'est comme si le front à un temps t plus dt, c'était le front que je connaissais au temps t, d'où j'ai fait partir des tas d'ondelettes, et je regarde l'enveloppe avant de toutes mes ondelettes. Et hop, et ça il expliquait comme ça la démarche des ondelettes de Huygens pour expliquer comment une onde se propage de proche en proche. Évidemment, Huygens n'a pas expliqué pourquoi ces ondes qui étaient des ondes circulaires, pourquoi rien ne revenait vers l'arrière. Et Huygens ne comprenait pas les interférences, etc. Il a fallu attendre Fresnel, en particulier, pour comprendre pourquoi rien ne revenait vers l'arrière. Parce qu'en fait, Huygens s'était trompé, il n'y avait pas qu'un seul type d'ondelette qui se crée à partir d'un front, il y a deux types d'ondelettes, des ondelettes monopolaires et des ondelettes dipolaires. Et les ondelettes monopolaires et dipolaires s'annulent en marche arrière. Et ça, c'est les explications où il faut connaître en fait le champ phi et la dérivée normale du champ phi, et après on regarde ce qui était mis. Ça, c'est Huygens qui vous explique que de proche en proche, une onde dans un milieu homogène se propage sous forme de tas d'ondes virtuelles qui sont des monopoles et des dipôles qui se battent. Alors imaginez maintenant que vous avez une onde que vous envoyez comme ça, et à un instant très bref, brusquement, vous changez la vitesse. C0 carré change, et C0 carré pendant un instant très bref devient C0 carré 1 plus bêta 0, delta de t moins ti. Et le bêta 0, c'est le changement de l'accélération de la pesanteur que je fais. Et si vous faites ça pendant un temps très bref, ce terme, si vous le mettez dans cette équation, peut apparaître comme une énergie que j'injecte, et ce terme peut apparaître comme à côté de l'onde initiale qui continue sa petite vie gentille, au moment où il y a le choc, et il y a une nouvelle onde qui apparaît, et cette onde, je l'appelle phi 1, à côté du phi 0 initial, et cette onde phi 1 s'écrit comme une onde créée par des sources, ici, qui dépendent de la dérivée seconde du champ à l'instant t moins ti, au moment où je fais le choc. Et comme c'est des ondes sources, quand vous avez des sources, les sources émettent des monopoles. Et donc, en fait, quand une onde se propage gentiment à la Huygens, dans un espace où rien ne change en temps, il y a une compétition entre les monopoles et les dipôles virtuels. Ce sont des ondes qui sont virtuelles qui expliquent le mécanisme. Et puis, chaque fois que vous faites un petit choc, en plus de ça, vous voyez apparaître maintenant des ondes monopolaires, et ces ondes monopolaires, elles émettent et vers l'avant et vers l'arrière. Et là, on voit l'onde qui revient à l'arrière. Et donc, chaque fois que vous faites un choc, vous regardez où est votre champ. Tous les points du champ où la dérivée seconde n'est pas nulle deviennent des sources d'ondes qui vont et vers l'arrière et vers l'avant. Les premières ondes du Huygens. Et les ondes qui vont vers l'arrière, ce sont les ondes qui remontent le temps. Et qui remontent le temps, en tout cas qui parcourent les chemins inverses. Et donc, ce concept qui, à côté des sources du Huygens-Fresnel, rajoute ce que nous, on appelle avec Emmanuel Faure et Vincent Bacot, on appelle ça des sources de Cauchy, explique un peu comment ça se passe. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas de la rigolade, regardez cette expérience quand même. Voilà un smiley qu'on laisse tomber dans l'eau. Paf! Et puis à un moment donné, on soulève l'eau. Et on voit dans l'eau le smiley réapparaître. Et donc on voit que ce que je raconte, c'est pas vrai uniquement pour un point source, mais comme il y a un principe de superposition, je peux mettre n'importe quel objet dans ce bain d'eau, je le fais tomber, je crée donc une source très compliquée, avec un système d'interférence très compliqué. Il suffit de faire un coup, et quelque part réapparaît le smiley, et réapparaît la source. Et donc là, on voit qu'il y a un concept intéressant, qui ressemble au concept d'holographie, sauf qu'en holographie, c'est sur une surface à deux dimensions que les gens enregistrent un champ, par une interférence avec une onde de référence, et après, ils font un peu de gymnastique. Mais ici, c'est différent. Ici, au lieu de faire de l'holographie temporelle, on fait de l'holographie spatiale, on fait de l'holographie temporelle. Une source très compliquée émet des ondes, extrêmement compliquées, qui se baladent partout. Quelque part, ce champ est partout. À un moment donné, on fait une rupture d'impédance du milieu, et ça relie le hologramme. Mais le hologramme est temporel, et on revoit apparaître une onde qui crée ce qu'on appelle l'onde objet. Elle revient sur l'objet, et elle recrée l'objet. Et d'ailleurs, après, elle rediverge. Ici, je l'ai arrêté. Et alors, quand on voit ce concept, c'est amusant parce que ça montre aussi que dans la flotte, on peut faire des expériences de renversement du temps à des tas d'échelles différentes. On peut aller un peu plus loin.
Ici, on n'a créé qu'un choc qui a changé pendant un temps très bref l'impédance du milieu. Maintenant, imaginez que vous envoyez dans un milieu une onde sinusoïdale progressive. Elle avance dans une certaine direction, une certaine longueur d'onde, une certaine période. Imaginez que dans ce milieu, à un moment donné, je change la célérité des ondes pendant un instant très bref. À partir du moment où je fais ça, vous vous rappelez ce que je disais, l'onde initiale continue à se propager, mais je crée une onde de Cauchy, c'est-à-dire je crée une onde qui va et vers l'avant et vers l'arrière. C'est-à-dire, vous avez une onde progressive qui a une certaine amplitude. Au moment où je fais un choc, ça crée deux ondes. Une qui part en marche arrière et une qui va vers l'avant. Et donc, ça vous crée trois ondes. Une progressive vers l'avant, une autre progressive vers l'avant moins forte et une onde... Et ces ondes portent une énergie qui est donnée par le choc. Donc c'est de l'énergie que je rajoute au système. Et imaginez maintenant que si je regarde l'onde rouge par rapport à l'onde bleue, elles se déplacent l'une par rapport à l'autre à 2 fois la vitesse des ondes, puisque elles vont chacune dans une direction opposée. Donc, si je donne un deuxième coup au bout d'une demi-période de cette onde, parce que je n'ai pas besoin d'attendre plus qu'une demi-période, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je redonne un coup quand ces deux ondes, l'une qui va vers l'arrière, l'autre qui va vers l'avant, je leur donne juste au bon moment. Et donc, si je redonne un coup, ce système de deux ondes qui crée une onde stationnaire commence à se renforcer. Et si je donne une succession de coups toutes les demi-périodes, je commence, à partir d'une onde progressive qui partait, à créer une onde stationnaire qui devient de plus en plus forte. Et si au passage, j'ai de la dissipation dans mon milieu, qui fait que ces ondes se dissipent un peu, si je donne des chocs assez forts pour être plus fort que la dissipation, et si je cumule ces chocs, je transforme un milieu dans lequel j'ai envoyé qu'une onde progressive en un milieu où j'ai une onde stationnaire qui se développe et qui devient énorme, bien plus grande que ma petite onde progressive. Elle, ça a été le germe, ce qui sort, ces deux ondes. Et je crée à la fin une onde stationnaire dans mon bac. L'onde progressive a disparu. Alors, merci. C'était pour me dire d'arrêter, mais je dirai à ma femme que c'est plus tard. Oui, alors attendez. Et donc, quand je dis ça, vous voyez que si vous faites des changements toutes les demi-périodes, vous transformez une onde progressive en une onde stationnaire qui peut devenir très forte. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'instabilité de Faraday. Au lieu d'envoyer des petites pichenettes de gravité, on fait plutôt une variation sinusoïdale de la gravité. Et on prend un bassin dans lequel, au début, il n'y a que du bruit. Et j'insiste là-dessus. Il n'y a que du bruit. C'est-à-dire, c'est comme les fluctuations du vide. Sauf que c'est un bruit blanc qui existe. Et vous avez ce bruit qui se balade, c'est des ondes progressives qui vont dans toutes les directions. Et puis, vous commencez à faire osciller le bac. Et si vous faites osciller le bac assez fort avec une certaine périodicité, vous allez favoriser les ondes qui ont une période 2 fois plus grande et vous allez brusquement voir qu'à partir de bruit, vous créez un système d'ondes stationnaires dans votre bac. Et ce système d'ondes stationnaires va évidemment prendre les formes dues aux conditions d'espace de votre bac. Et ça s'appelle l'instabilité de Faraday. Alors maintenant... Si tu doubles la valeur du bruit, si tu multiplies le bruit par quelque chose, qu'est-ce qui change dans le... Pas grand-chose. Ce qui domine, les germes du bruit, on en a besoin. Parce que s'il n'y a pas des petits vecteurs d'ondes progressifs, on ne peut pas les amplifier. Mais ces petits vecteurs d'ondes progressifs sont remplacés à terme par des ondes stationnaires. Et quelque part, si tu veux, on sort d'un milieu qui est un bruit très faible par ce processus qui est un processus d'amplification paramétrique, on sort des structures. Et ça, ce qui est intéressant, c'est l'étape d'après. Si maintenant vous faites ça, vous avez une source qui envoie un signal bref. Bon, attendez. Là j'ai une source qui envoie un signal bref, ça se répartit. Et puis à partir d'un certain moment, je commence à faire osciller mon bain.
et je le fais osciller à une certaine fréquence, je vais sélectionner dans le spectre de mon signal bref ce qui s'appelle la fréquence de Faraday, et je vais créer de la conjugaison de phase de cette fréquence de Faraday. Ça va revenir au point de départ. Ça, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Voilà. Le concept que j'ai décrit là, avec... Il faut une périodicité 2 fois plus courte que les fréquences qu'on veut amplifier. Quand on met cette périodicité, et c'est vraiment ce qui s'appelle une instabilité paramétrique, on sait qu'on peut renforcer très fort un système d'ondes stationnaires. Maintenant, imaginez que vous mettez dans un bain une petite antenne qui veut émettre dans ce bain. Et vous voulez regarder comment cette antenne va émettre dans un tel bain. Et donc, je vais vous montrer ça. Ici, on a un haut-parleur à 20 Hz. Ce haut-parleur fait souffler un vent sur l'eau qui oscille à 20 fois par seconde. Et puis, on a un pot vibrant à 40 Hz. Et vous avez la phase de votre haut-parleur qui est la phase de votre antenne que vous pouvez régler par rapport à la phase de votre bain vibrant. Et ce que vous faites, c'est que votre source émet une onde. Cette onde se répand. Et quand vous commencez à faire osciller le bain, vous créez une onde qui reconverge vers la source, mais qui a aussi la bonne fréquence. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre source? Si vous déphasez le haut-parleur par rapport au pot vibrant, vous pouvez tuer la source, c'est-à-dire votre antenne essaye d'émettre, elle émet dans ce que j'appelle le band gap d'un cristal de Floquet, et elle émet, et suivant la phase du changement d'indice du milieu, je peux empêcher l'antenne d'émettre, ou au contraire, je peux la renforcer. Et je peux faire que mon antenne passe très facilement d'une antenne qui n'est pas capable d'émettre à une antenne qui émet très bien. Et ça, c'est très différent de ce qui se passe pour une antenne qui émet dans le band gap d'un cristal spatial. Elle ne peut pas émettre grand-chose et elle ne peut créer que des ondes évanescentes. Alors que là, au contraire, vous pouvez la faire émettre très bien. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que maintenant, vous avez une autre façon de créer une antenne dans l'eau ou dans un liquide. C'est une façon géniale qui a été trouvée par notre ami Yves Couder. Et je pense que vous connaissez tous cette manip fabuleuse des Yves Couder qui a été faite par des étudiants de Paris 7 à qui il a proposé de voir à quelle vitesse une goutte disparaissait quand elle tombait dans un bain d'huile. Et vous savez que son idée, c'était de faire osciller un bain d'huile et de voir si une goutte d'huile qui tombe dans ce bain, est-ce qu'elle va coalescer et à quelle vitesse. Et il a eu la bonne surprise de voir que si le bain oscillait assez fort, la goutte, au lieu de disparaître, rebondissait perpétuellement et émettait une onde. Et quand il a regardé la tête de cette onde, il s'est rendu compte que cette goutte, qui était comme une particule, qui était une espèce d'antenne qui normalement, c'est comme un dipôle, qui normalement devrait émettre des ondes et après se taire, puisqu'on ne le réalimente pas, en fait, quand le bain bouge assez fort, l'onde retournée temporelle le réalimente suffisamment pour que la goutte rebondisse et de façon perpétuelle. Et donc, ce qu'il est arrivé à faire, c'est dans un certain régime, il y a plusieurs régimes, quand il arrive à faire osciller son bain de façon correcte, la goutte, qui n'est rien d'autre qu'une antenne qui essaye d'émettre une onde, au lieu d'être une antenne qui perd son énergie et qui s'éteint, eh bien, elle est réalimentée par le bain et elle devient perpétuelle. Et elle peut osciller comme ça très longtemps. Et il a vu que l'onde qui partait n'était pas une onde progressive, mais était la somme d'une onde progressive et d'une onde dans un sens et d'une onde dans l'autre sens. Et il a vu que s'il augmentait un peu le niveau d'oscillation du bain, eh bien, l'équilibre disparaissait et il renvoyait plus d'énergie sur la goutte que ce qu'elle perdait. Et quand la goutte a plus d'énergie, comme c'est de l'énergie mécanique, qu'est-ce qui se passe? Elle devient un marcheur. Et un marcheur, ici c'est vu en stroboscopie, elle a un surplus d'énergie et elle a de quoi maintenant partir et vivre sa vie.
Et elle se comporte après comme l'alliance d'une particule et d'une onde stationnaire autour de la particule. Mais pour ça, il faut évidemment que le bain oscille. Et l'exemple de cette petite particule goutte associée à une onde de surface divergente plus une onde de surface convergente créée par les ondes retournées temporellement successives est un exemple de dualité onde-particule qui ressemble de temps en temps à un certain nombre de choses que Louis de Broglie avait proposées pour interpréter la mécanique ondulatoire. Et ils ont même été encore plus loin, avec encore plus de culot. Ils ont même décidé de faire une expérience de trou de Young avec des tas de petites bulles qu'ils envoyaient à travers les trous. Et ils ont fait une statistique de ce qui arrivait sur un écran. Et ils ont vu qu'à cause du guidage par l'onde stationnaire, ce n'est pas une onde progressive, eh bien, il y avait un comportement qui ressemblait curieusement à certaines lois aux expériences de Feynman, par exemple, ou de trou de Young, mais pour des particules. Et donc, je m'arrête là, mais je voulais montrer quand même que il y a un ensemble de choses très simples sur des ondes mécaniques, dans l'eau par exemple, où quand on comprend les effets des changements temporels du milieu, quand on rajoute à ça l'antenne pour moi c'est un atome, les ondes c'est autre chose. Maintenant si on rajoute antenne, atome plus cavité, soit spatiale, soit des cavités temporelles, eh bien, on peut transformer une antenne en quelque chose de très bien, ou au contraire en un puits qui absorbe tout. Et donc, il y a toute une gymnastique amusante à faire. Alors, pour le moment, j'ai montré les choses que dans le domaine, surtout des ondes mécaniques dans l'eau et un petit peu en acoustique, mais on peut jouer avec ça beaucoup. Et les gens s'intéressent beaucoup à ça en électromagnétisme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des murs de cavité. Il y en a que Fabrice utilise, qu'on a fabriqué au labo. On a fabriqué des surfaces intelligentes qui sont des surfaces pour les ondes électromagnétiques qui localement peuvent être soit des surfaces de Dirichlet, soit de Neumann, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent, elles sont ou conductrices ou isolantes, et ça peut commuter très vite. Et quand vous entourez un milieu de ce genre de surface, vous pouvez faire qu'une antenne là-dedans a des impressions bizarres. Et quelque part, quand ce sont que les murs qui changent au cours du temps, c'est relié à l'effet Casimir, en fait. Et il y a des expériences qu'on est en train de regarder de ce genre, avec deux murs qui changent qui n'ont pas besoin de changer de position, mais qui changent juste leur conductivité électrique à toute allure par rapport à l'onde. Bon. Donc je ne rentre pas plus dans les détails. Et j'étais un peu foireux. Il y a quand même un truc marrant, c'est que... C'est les derniers adieux. Hein. Ouais, les milieux que je décris sont des milieux qui varient en temps, et il y a des milieux qui varient en espace. Et puis il y a des milieux qui varient en espace-temps. C'est-à-dire vous pouvez créer un milieu dans lequel vous créez un indice de réfraction qui varie à la fois en temps et en espace. Et vous pouvez faire même des ondes de variation de milieu. Et donc, ça, les milieux qui varient en espace et en temps, c'était des milieux qui ont été étudiés il y a très longtemps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour les ondes électromagnétiques. Ça a créé ce qui s'appelle les tubes à ondes progressives et un certain nombre de choses comme ça. Et il y a un énorme renouveau de ça, depuis qu'on a un peu montré les choses qu'on fait sur les milieux variant en temps. Les milieux qui varient en espace-temps sont des milieux dans lesquels les ondes, quand elles se promènent, peuvent être amplifiées, vous pouvez briser la réciprocité spatiale, vous pouvez changer leur fréquence. Et il y a énormément de recherches dans la communauté des métamatériaux sur ce qu'on appelle les time varying medium et les space-time varying medium. Et je termine sur un milieu très important qui me concerne, et comme vous tous, c'est mon cœur. Qu'est-ce que c'est que le cœur et le myocarde de quelqu'un? C'est des tas de fibres qui, de façon cyclique, typiquement à la seconde, changent leur direction de propagation, pas leur direction de propagation, les fibres se
torsade dans le myocarde. Et dans notre labo, on a mis au point des méthodes pour voir ça, mais je ne vais pas vous expliquer les méthodes, mais je vais juste vous montrer que le myocarde est fait de tas de fibres qui ont différentes orientations. Et pendant le battement cardiaque, je vais vous montrer un film qu'on a obtenu au labo, j'espère qu'il va marcher, un petit bout de film, non il ne va pas marcher évidemment, où on voit toutes ces fibres qui se tordent et qui se détordent sans arrêt. Et elles le font extrêmement vite. Et quand on regarde la vitesse des ondes mécaniques de cisaillement dans le cœur, je ne sais pas pourquoi aucun de mes films ne passe là, pas de chance. Bon, vous avez de la chance plutôt, parce que sinon je vous aurais emmerdé. On voit que pendant les battements cardiaques d'une personne, les ondes de cisaillement qui se propagent dans le corps, comme elles se propagent dans un milieu qui est anisotrope et qui change son anisotropie à toute allure, eh bien, on est dans un milieu qui varie en temps, pour lequel une onde de cisaillement qui pénètre dans ce milieu voit un indice de réfraction qui est anisotrope et dont la direction de l'anisotropie tourne très vite, et ces ondes se transforment dans le milieu. Et j'ai discuté de ça avec un chirurgien cardiologue en lui disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de spécial sur le cœur quand vous observez le cœur d'une personne qui vient d'avoir un accident? Est-ce que le myocarde est abîmé? Et vous savez que quand vous prenez un coup sur la tête, vous ne mourrez pas du coup qui est là, mais vous mourrez du fait que l'onde qui est partie refocalise de l'autre côté de la tête et vous avez un hématome énorme de l'autre côté de la tête. C'est pas là que vous avez l'hématome, c'est de l'autre côté. Et vous savez que quand vous tapez sur un sac, ou quand vous tapez sur la terre, quand il y a un tremblement de terre très fort sur la terre, l'onde refocalise au point à l'autre pôle. Et donc c'est une focalisation naturelle. Mais si maintenant vous prenez un sac et que vous le faites dans ce matériau qui est le myocarde, qui fait ça, quand vous tapez dessus, ben, l'onde se met à diffuser et ne peut pas refocaliser nulle part. Et en fait, c'est un matériau protecteur, un matériau qui varie en temps. Parce que les chocs que vous prenez, ça crée des ondes. Il n'y a rien à faire, c'est des ondes mécaniques qui se propagent. C'est elles qui vont vous faire mal, qui peuvent refocaliser. Si le matériau que vous avez change sa structure aussi vite, et ici, la structure change. Et si vous regardiez les variations de vitesse sur le myocarde, on passe de 2 mètres par seconde à 9 mètres par seconde en moins d'un cycle cardiaque. C'est-à-dire qu'on est dans des milieux qui sont à variation d'indice ultra rapide. Alors, je ne sais pas, mais c'est pour mes copains biologistes et autres. La question intéressante, c'est tous ces milieux qui bougent. Parce que vous savez, on peut faire un cœur qui marche très bien sans des ondes, sans des fibres qui tournent comme ça. Quand vous regardez un cœur artificiel, c'est une pompe qui marche comme ça. Pourquoi elle marche comme ça? Et quand vous demandez aux physiologistes, ils disaient on ne sait pas, mais c'est comme ça. Bon, le cœur est fait comme ça. Et en fait, ce que me disent les chirurgiens, c'est que quand il y a un accident, quand ils regardent les gens ils ont des hématomes partout, mais il y a un seul endroit qui n'a aucun hématome, c'est tout le myocarde. Le myocarde est une poche dans laquelle il n'y a aucun hématome, même dans les accidents les plus graves. Et on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas des tissus intelligents à inventer pour briser les chocs, qui sont des matériaux variants en temps, suffisamment rapides pour bloquer les chocs. Et donc, c'est une des choses qu'on commence à regarder. Je vais faire un choc d'absorption. Voilà, et je fais mon choc d'absorption. On a quand même encore un tout petit peu de temps pour les questions. Oui, excusez-moi. La résilience, je crois. Je sens toujours pas le truc. Bon, ça va. Ils sont polis, ils t'en laissent parler. C'est des questions. Moi, j'en avais une. Est-ce que, pour le système des marcheurs, parce que quand j'en avais parlé avec Emmanuel et Yves, j'avais évidemment la question, c'est, alors est-ce que vous avez une équation de Schrödinger? Donc est-ce que, à partir de ton onde qui a l'air de remonter le temps en permanence, tu peux reconstruire une équation de Schrödinger Alors, je pense qu'ils n'ont pas répondu à ça, et moi je ne répondrai pas à ça non plus. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand De Broglie a parlé de l'onde pilote, il a dit cette onde pilote,
est anticausale parce qu'elle doit avoir à la fois, elle doit et diverger à partir de la particule et reconverger vers la particule. Et il avait compris ça d'ailleurs. J'avais gardé une citation de De Broglie, et ça a été une des attaques que De Broglie a eues. On lui a dit, mais ton onde pilote, c'est du délire parce qu'elle est anticausale. Comment ça se fait que cette onde, c'est pas l'onde qu'un échographe ou qu'un sonar fait quand il envoie et qu'il écoute les échos s'il y a une cible. C'est une onde qui part et qui revient, même s'il n'y a pas de cible. Et qu'est-ce qui, dans la nature, fait qu'une onde revient quand le milieu est homogène? Et on a besoin de ça dans la description de Broglie-Bohm. Mais je ne sais pas si de là à écrire une équation, à ramener ça à une équation de Schrödinger, ça a un sens peut-être, mais... Les équations qui tombaient, c'était plus celle de la version de la quantique à la Bohm, qui avait été formalisée après. Oui, après il y a... Quoi? Oui, c'est plutôt l'équation de Bohm. Système des marcheurs, avoir un métachamp ou quelque chose comme ça, où tu dois... il fait quand même... il fait des choses qui ressemblent beaucoup à ce que fait une équation de Schrödinger. Ouais. Donc peut-être que c'est des variables qui sont un peu plus compliquées que simplement l'onde de surface, mais quand même. Est-ce que... Autre question? Bon, tout le monde est pressé d'aller au barbecue. Voilà. Donc, merci Mathias. Ouais.